voilà, on est en 1994. C'est l'apogée du Minitel en France. Beaucoup de gens le voient comme un truc ringard, mais ce que tout le monde oublie, c'est qu'en 1980, dans les années 90 en France, vous pouviez, et je prends cet exemple exprès, à vos comptes bancaires, des opérations virements, voire des opérations en bourse, de manière sécurisée au sens du niveau de sécurité exigé à l'époque. Et vous pouviez le faire exactement comme vous le faites aujourd'hui depuis un smartphone, avec une interface évidemment beaucoup plus jolie. Mais fondamentalement, ce sont les mêmes services. Et eux apportent dans la corbeille de la mariée, ils apportent un truc extraordinaire, qui était la marque Wanadoo. Dans les noms possibles qui étaient en gestation au sein de France Télécom, il y avait des trucs aussi atroces que FT36. Oui, il y a France Télécom Online. Enfin, c'était voilà. FT36, c'est barbare un peu. Exactement. Et donc, ils apportent notamment, pas que, mais notamment le nom Wanadoo, la marque Wanadoo. On était aux prémices de ce qu'on appellerait un réseau social. Parce qu'une fois que vous aviez un carnet d'adresses dans lequel vous autorisiez vos contacts à avoir vos coordonnées mises à jour automatiquement, vous étiez en fait en train de construire le graphe social. Et le graphe social, on l'a vu 15 ans après, le cœur même, ça a été le cœur même du business model de Facebook et des réseaux sociaux par la suite. Et commande un rapport à la Caisse des dépôts que je vais coécrire avec une de mes collègues, Maud Franca, et qui va donner naissance à la French Tech. Donc qu'on ne se méprenne pas, la maman de la French Tech, c'est bien Fleur Pellerin, c'est elle qui s'est saisie du sujet et qui lui a donné une réalité. Je considère que je fais partie des grands-parents. Et donc, et ça, c'est le début, voilà, de cet effort d'attractivité pour les startups. Ça serait quoi ton conseil, justement, pour les jeunes entrepreneurs? Alors, mon conseil pour les jeunes entrepreneurs, sans que je vais prendre ta question en la filtrant sur ceux qui sont encore à l'école ou ceux qui démarrent. Ouais. Mon conseil, est le suivant: allez-y, saisissez votre chance parce que c'est le moment que vous avez choisi est le bon moment. Je rappelle que cet épisode de Business Legend est sponsorisé par notre partenaire BlockTech. BlockTech, c'est une technologie qui répond à une question très simple. Pourquoi, en 2026, l'immobilier n'est-il toujours pas vraiment achetable en ligne? On peut tout acheter en ligne. On peut acheter un billet d'avion, investir en bourse ou signer un contrat en ligne depuis son salon. Mais pour l'immobilier, on se contente encore le plus souvent de simples annonces. Aujourd'hui, sur le site d'un agent immobilier classique, on peut consulter des annonces, mais on ne peut pas cliquer pour investir ou pour acheter dans le bien immobilier. Générer des revenus locatifs directement depuis le site de l'agent immobilier. BlockTech apporte une réponse concrète à ce problème. C'est une solution en marque blanche qui est destinée aux professionnels de l'immobilier, qui leur permet de transformer leur site internet en véritable plateforme d'investissement immobilier en ligne. Concrètement, les clients peuvent investir dans l'immobilier de manière fractionnée à partir de petits montants et percevoir des revenus locatifs sans avoir à acheter un bien en entier. Pour les professionnels, c'est un changement de modèle. Ils digitalisent leurs transactions, créent de nouveaux revenus récurrents et rendent l'investissement immobilier plus accessible, plus fluide et surtout plus moderne. On peut parler ici d'immobilier 2.0. Un immobilier plus simple, plus ouvert et aligné avec les usages digitaux d'aujourd'hui. Si vous êtes un professionnel de l'immobilier, alors je vous invite à comprendre comment intégrer cette technologie à votre activité et donc à contacter BlockTech. Je vous mets leur email ici et leur site internet www.block-tech.co. BlockTech, c'est la technologie qui rend l'immobilier accessible et digital. Bonjour à tous, je suis Grégory Brenig et aujourd'hui je reçois Philippe Devost dans Business Legend. Bienvenue Philippe dans le podcast, merci d'avoir accepté mon invitation, je suis vraiment ravi de t'avoir aujourd'hui avec moi. Merci Grégory.
Merci aussi à notre audience qui grossit chaque mois, chaque semaine. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner sur les plateformes de podcast, d'écoute et à écouter Business Legend. Et pour les nouveaux qui nous rejoignent, je vais vous expliquer un petit peu. Donc, Business Legend, c'est un podcast qui retrace les histoires personnelles et professionnelles de ceux qui, à leur manière, ont marqué leur domaine. Ici, on ne parle pas uniquement de réussite, mais on parle de parcours, de choix de vie, de moments de doute, de prise de risque même, parfois d'échecs, et des véritables moments décisifs dans une vie. Que tu sois entrepreneur, investisseur, créateur, salarié ou indépendant, si tu es passé par des moments forts qui t'ont transformé, alors toi aussi, tu as une légende à raconter. Pendant une trentaine de minutes, on va remonter le fil de ton histoire. On va parler de ton enfance, de tes débuts, de ce qui t'a construit, des étapes clés, des défis et bien sûr de ce qui t'anime aujourd'hui. Le but, c'est d'inspirer, de partager sans filtre et de montrer l'envers du décor de ceux qui font bouger les lignes. Alors encore une fois, bienvenue à toi Philippe. On est là pour raconter ta légende. Et pour démarrer, comme on le fait toujours dans Business Legend, je vais te laisser la parole avec cette simple question. Du coup, est-ce que tu peux te présenter? Écoute, merci Grégory. Bonjour, encore une fois, je m'appelle donc Philippe Devost. 30 ans que je travaille dans le secteur de la tech, ce qu'on appelle maintenant la tech, où j'ai eu 1000 vies. J'ai démarré Wanadoo quand j'étais bébé ingénieur, tout frais sorti du corps des télécoms. J'ai travaillé dans plusieurs startups. J'ai travaillé dans des grands groupes, comme le groupe Vinci, où j'ai déployé le programme d'innovation et de prospective Léonard. Et j'ai travaillé aussi comme directeur général d'une école d'ingénieurs en computer science qui s'appelle l'EPITA. J'ai servi le public à la Caisse des dépôts quand j'ai déployé les 4 premiers milliards qui étaient fléchés sur l'économie numérique dans le cadre du premier programme d'investissement d'avenir. Et puis, je suis actuellement senior advisor. Je conseille des dirigeants d'entreprise, je conseille des comités exécutifs, je conseille des startups et des fonds d'investissement. Mais je suis également conférencier. J'étais hier à Nice pour le 23e Forum international sur l'énergie et sur les liens entre l'énergie et les technologies numériques. Et je suis également, et enfin, l'auteur de ce livre qui s'appelle De mémoire vive, qui est paru en 2023, qui retrace l'histoire de l'économie numérique à travers mon parcours, mais surtout à travers toutes les leçons qu'on aurait pu en retirer, et avec un immense plaisir d'avoir vu ce livre traduit et publié en chinois, puisqu'il est paru il y a quelques semaines aux presses universitaires de Pékin. Et j'ai Waouh, également collaboré à d'autres ouvrages, dont le dernier qui s'appelle Cœur d'intelligence, écrit à 24 mains, et waouh. qui parle de l'intelligence artificielle, mais sous tous ses angles, et dans lequel je rappelle le tribut que nous devons tous aux gamers, sans lesquels les cartes graphiques n'auraient pas existé, sans lesquels Nvidia n'aurait pas existé, et sans lequel l'entraînement des très grands modèles ne serait pas possible. Waouh, excellent, excellent. Écoute, d'abord merci pour cette présentation, hyper intéressant. Je vois que tu as un parcours super dense et super intéressant. On va évidemment mettre le lien du livre dans la description de cet épisode et de tout ce que tu fais parce que voilà, on va retracer un petit peu ton parcours. D'abord, toi aujourd'hui, Philippe, tu es en France. T'as grandi dans quelle région tu es à Paris, je suppose, aujourd'hui? Alors, je suis né à Paris. J'ai vécu en région parisienne les 5 premières années de ma vie. Je suis parti ensuite en Belgique, à Bruxelles, où je suis resté jusqu'à mon bac. Je suis rentré en France pour faire mes études supérieures. Je suis entré à l'École normale supérieure rue d'Ulm en 88. Et puis ensuite de ça, j'ai très tôt commencé à bifurquer puisque j'ai choisi de faire mon service militaire dans la marine comme chef de quart, officier de navigation sur un bateau qui allait traverser l'Atlantique 2 fois. Waouh! J'ai suivi le MBA du Collège des ingénieurs et ensuite je suis entré donc au corps des télécommunications qui a fusionné avec le corps des mines, mais qui à l'époque était ce grand corps technique de l'État qui fournissait chaque année une vingtaine d'ingénieurs, soit à France Télécom, l'opérateur historique, mais également aux régulateurs et à toute l'administration française. Moi, j'ai démarré mon parcours chez France Télécom, chez l'opérateur, dans l'opérationnel. Ok. Alors, du coup, alors
Ça, c'est hyper intéressant parce que nous, on aime bien retracer un petit peu les parcours et comprendre du coup comment tu t'es mis sur ces voies-là. Toi, t'as toujours voulu être ingénieur au départ ou comment ça t'est venu? Je veux dire, bon, je suppose, voilà, t'es étudiant, t'es au lycée, t'as ton bac. À ce moment-là, comment tu décides de choisir telle ou telle voie? Alors, t'es parti, t'as fait ton service militaire, tu nous l'as dit. Peut-être que ça a été une influence. Non, en fait, comment dire, je me suis retrouvé dans la catégorie extrêmement privilégiée de ceux qui pouvaient tout faire et qui n'avaient aucune idée de ce qu'ils avaient envie de faire. Donc j'ai fait une prépa parce que j'étais capable de faire une prépa. Je suis rentré à l'école normale parce qu'il se trouve que j'ai été reçu alors que je n'y attendais pas. Et arrivé à l'école normale, je me suis assez vite aperçu que le monde académique et le monde de la recherche n'était probablement pas ce qui m'appelait le plus. Je voulais des choses plus opérationnelles, je voulais construire, enfin je voulais contribuer à réaliser quelque chose. Et c'était à la fois le début du bouillonnement de la micro-informatique, mais aussi des télécommunications. Et très rapidement, je me suis aperçu que rejoindre le corps des télécommunications était probablement la meilleure option. Et pour ce faire, j'ai choisi, encore une fois, de faire mon service militaire pour marquer une pause. Ensuite de ça, faire un stage à New York dans une société qui maintenant s'appellerait une ESN, mais qui était la Compagnie Générale d'Informatique. Et ensuite, avec cette première expérience professionnelle, entre guillemets, j'ai pu candidater au MBA du Collège des ingénieurs qui allait m'ouvrir à toutes les dimensions du management, de la stratégie, de la gestion d'entreprise. Mais avec cette idée derrière que, tu vois, à la sortie du Collège des ingénieurs, j'avais une proposition de l'entreprise dans laquelle j'avais fait ma mission, qui était Renault, où j'étais allé travailler en Slovénie sur le déploiement de la logistique industrielle de Renault. J'avais la possibilité d'entrer chez McKinsey et puis j'avais cet intérêt pour les télécommunications, les communications au sens là. Surtout que c'était les débuts, les tout débuts on était à la fin du cycle de la télématique et on était au tout début de la communication par micro-ordinateur. J'ai pu faire mon stage du corps des télécoms chez Apple à Cupertino en travaillant sur le Newton. Le Newton, c'était ce qu'on appelait à l'époque un personal digital assistant, c'est-à-dire quelque chose qui n'était pas encore connecté au réseau ou alors qui pouvait l'être, mais c'était très très bricolé et très intermittent, mais qui était un des premiers facteurs de forme de micro-ordinateurs portables. On appelait ça aussi les organiseurs. Certains de tes auditeurs ont probablement peut-être eu des Palm Pilotes. Et j'ai gardé d'ailleurs un petit musée de tous ces appareils. Alors j'ai comme règle de ne garder que ceux qui fonctionnent. Bien sûr. Et pour qu'on puisse se souvenir d'où on vient et de quels sont tous les essais, erreurs, toutes les tentatives qui ont conduit à cet objet qu'on utilise maintenant tous, qui est dans plus de 2 milliards de poches, 2 milliards et demi de poches à travers le monde, et qui est le smartphone. Et le Ouais. smartphone a une genèse, et voilà. Et donc, par la suite, je dirais que j'avais pas de détermination particulière, si ce n'est en revanche une très grande curiosité et une capacité à une envie d'évaluer les opportunités et de décider de tirer parti de ces opportunités. Donc, mon parcours, c'est de la sérendipité, de la curiosité et la capacité de faire confiance à des étapes décisives. À ceux qui m'ont demandé de les rejoindre. C'était le cas, par exemple, tout simplement quand je terminais mon stage au corps des télécoms, donc que j'étais chez Apple à Cupertino, où j'ai reçu un jour un coup de fil d'un très grand monsieur qui s'appelle Yves Parfait, et qui me dit, écoute, je sais que tu es en Californie, manifestement, tu vois se passer des choses là-bas dont on n'a pas forcément toute la perception ici. Moi, je suis chargé par le numéro 2 de France Télécom de réfléchir et de déployer l'après-Minitel. Est-ce que tu me rejoindrais dès que tu auras fini tes études? Et j'ai dit banco, sans savoir très bien dans quoi je De quoi il m'engageais, s'agissait? Ouais, bien sûr. voilà, si ce n'est que les trois choix qu'avait l'opérateur historique à l'époque. On va bientôt fêter les 30 ans de Wanadoo. Les trois choix qu'avait l'opérateur historique à l'époque, c'était soit on continue le Minitel, mais on le fait sur micro-ordinateur, on arrête de distribuer un boîtier dans les foyers. Deuxième option, c'était on prend 20% du capital d'America Online, AOL, pour ceux qui s'en souviennent, et on monte avec eux AOL Europe. Et la troisième option, c'était on part sur le protocole IP, le protocole Internet, et on lance un opérateur d'accès à Internet supporté par l'opérateur. Et c'est le choix qui a été fait. Et on s'est retrouvé du coup devant quasiment une page blanche. Alors,
pas complètement blanche parce que les fondamentaux techniques étaient là, les Oui, protocoles bien étaient là, sûr. Et mais il d'ailleurs, fallait. je te coupe une seconde. Alors à ce moment-là, donc de cette proposition que tu acceptes, on est en quelle année à ce moment-là pour qu'on puisse évaluer à peu près, voilà, quel moment. Voilà, on est en 1980, on est en 1994. Donc c'est l'apogée du Minitel en France. Le Minitel, beaucoup de gens le voient comme un truc ringard, mais ce que tout le monde oublie, c'est qu'en 1980, dans les années 90 en France, vous pouviez, et je prends cet exemple exprès, accéder à vos comptes bancaires, effectuer des opérations, des virements, voire des opérations en bourse, de manière sécurisée au sens du niveau de sécurité exigé à l'époque. Et vous Ouais. pouviez le faire exactement comme vous le faites aujourd'hui depuis un smartphone, avec une interface évidemment beaucoup plus jolie. Mais fondamentalement, ce sont les mêmes services. Et pour faire tourner ces services, il fallait un système d'exploitation qui était le système d'exploitation Unix, euh, qui était le seul capable de délivrer des sessions en parallèle. Pour rester dans le monde bancaire, les sites Minitel de toutes les grandes banques françaises simultanément des centaines de connexions, parce qu'il y avait des centaines de clients qui, en même temps, avaient besoin d'accéder à leur compte. Donc, il y avait déjà l'infrastructure. Ce qu'il n'y avait pas, c'était la connectivité. Et surtout, dans l'opération de remplacement de ce boîtier Minitel par un ordinateur, les ordinateurs personnels arrivaient dans les foyers, c'était les grands débuts du PC, les débuts du Mac, etc. En revanche, le modem, c'est-à-dire la petite boîte qui faisait pour se connecter à Internet sur le réseau téléphonique, et qui au passage imposait d'arrêter de téléphoner, puisque C'est vrai. à l'époque c'était fromage ou dessert. C'était on se téléphone ou on se connecte à Internet, mais c'était pas les deux en même temps. C'est vrai. Il faudra attendre la DSL et le haut débit pour permettre cela. Mais voilà, donc il y avait cette question de comment est-ce qu'on équipe ou comment est-ce qu'on aide les Français à s'équiper d'un modem, et puis surtout ensuite à quoi ils se connectent et quels services on leur propose. Donc il y avait tout à construire. Il y avait aucune plateforme de service, aucun outil disponible à l'époque. Aux États-Unis en 94, puisqu'on est en 94, il y avait trois grands services en ligne qu'on appelait des services en ligne, online services. Il y avait CompuServe, il y avait America Online, et Apple avait commencé à lancer un service destiné à ses utilisateurs qui s'appelait eWorld, avec une interface graphique splendide, mais qui reposait sur une licence des technologies de service d'AOL. Et au départ, Ok. la connexion à Internet, c'était un truc en plus. On était censé rester à l'intérieur de l'environnement de service que proposait CompuServe, AOL et eWorld, et l'accès à Internet, c'était un truc en plus. Et l'accès à Internet, c'était quoi? C'était envoyer des emails n'importe où dans le monde, c'était pouvoir télécharger des fichiers grâce au protocole FTP, et c'était pouvoir éventuellement consulter quelques sites d'information qui avaient commencé à mettre à disposition certains contenus pour les abonnés de ces services. Donc on est vraiment au tout début, et effectivement la première question à laquelle il faut qu'on réponde, c'est quand un abonné se connecte à Internet, qu'est-ce qu'on lui propose? Et donc on a construit toute cette offre de services en partant d'une page blanche. Donc t'arrives chez donc Bah, j'arrive chez France Télécom, on voilà, vient te chercher pour démarrer une nouvelle aventure, Wanadoo. absolument. Donc c'est France Télécom qui décide de lancer cette aventure-là en France, puisqu'en France il y a rien encore. Alors c'est pas entièrement vrai. Si je dis ça, je vais me mettre à dos, et j'ai pas envie de le faire. Les pionniers individuels de l'internet qui avaient déployé des fournisseurs d'accès, mais qui évidemment n'avaient pas la puissance de distribution d'un France Oui, Télécom. Donc bien sûr, on a fait ce que font beaucoup de grosses entreprises. On a démarré un peu plus tard que les autres. On a essayé de faire aussi bien, et on avait cette force de distribution qui c'est évidemment ça. a considérablement aidé. C'est ça. Et donc du coup, tu arrives là-bas et il se passe quoi? Donc tu arrives dans un bureau, il y a rien, faut tout construire, on part d'une page blanche comme tu dis. Comment ça se passe pour construire un truc comme ça? Parce que en fait ça a carrément révolutionné euh, en tout cas en France. Enfin chaque pays a eu son Wanadoo entre guillemets. C'est quoi l'idée quoi? Comment on démarre de zéro dans une aventure comme ça? Alors, quand on démarre de zéro, déjà on Et démarre est-ce que, avec une. attends, je te pose une question tout de suite. Ouais. Est-ce que tu te rendais compte de ce que tu es en train de faire, quoi, ce truc énorme?
Il y a deux questions dans ta question. Je me rendais compte, et c'est pour ça que j'avais choisi de rejoindre Riff Parfait, et c'est pour ça que j'avais choisi de rejoindre cette petite équipe dont j'étais le quatrième, j'étais le junior de la bande. Hein. J'étais conscient du caractère complètement nouveau et amusant et disruptif et innovant de ce qu'on était en train de préparer. En revanche, j'étais totalement inconscient. Je pense qu'aucun d'entre nous n'avait idée de la portée que ça prendrait et des conséquences que ça aurait. Je me rappelle tout simplement que dans les premiers business plans qu'on avait esquissés, on envisageait une pénétration extrêmement lente du service, ce qui arrangeait pas mal les anciens de France Télécom parce que ça permettait de pas trop de ne pas cannibaliser trop vite le Minitel. Le Minitel, c'était un modèle, un business model qui fonctionnait très bien pour l'opérateur et qui fonctionnait très bien pour tous les fournisseurs de services qui en vivaient très. C'était toute une économie Ouais. qu'il fallait évidemment pas tuer tout de suite en raison de la gratuité perçue d'Internet. Et donc, nous, on s'était imaginé que on mettrait des années avant d'atteindre 100 000, 200 000 abonnés. Au final, moi, quand j'ai quitté Wanadoo en 99, on avait atteint le million d'abonnés, mais il aura fallu 4 ans. Il a fallu 5 jours à ChatGPT pour toucher 1 million de personnes. Alors évidemment, on n'est pas dans le même contexte. Évidemment, quand ChatGPT démarre, tout le monde est équipé d'un smartphone, tout le monde a une connectivité permanente. C'était pas le cas à l'époque. Il n'empêche qu'on n'avait aucune idée de la portée de ce qu'on allait faire. Pour revenir à Enfin, ta question de oui. départ, moi, je rejoins une petite équipe. Il y avait un vétéran, Daniel Lerest, qui lui s'occupait des relations avec l'opérateur, avec le régulateur. Il y en avait un, Bertrand Gouze, qui se chargeait de toute la partie commerciale et notamment de la mobilisation du réseau des agences France Télécom pour distribuer le service, les kits de connexion. Il y avait toute la question du service après-vente et du support utilisateur qui était piloté par un dirigeant d'une des filiales de France Télécom Intelmatique qui s'appelle Patrick Gay, qui lui s'occupait de tout ça. Donc ils étaient tous en train de gérer l'infrastructure et moi j'étais chargé de commencer à construire l'offre de service d'un truc qui à l'époque n'avait pas de nom. Et ce qui se passe, c'est que suite au rachat de l'office d'annonce, il y a un deal entre Havas, l'agence Havas et France Télécom, et au terme duquel France Télécom récupère le business des pages jaunes, l'office d'annonce qui était la régie publicitaire des pages jaunes. À l'intérieur de laquelle il y avait une petite équipe multimédia très très avancée, très pionnière, mais qui était trop en avance sur son temps au sens où elle s'appuyait sur des technologies qui n'étaient pas forcément diffusables tout de suite, mais qui avaient plein de Ok. super idées, qui étaient extrêmement forts en ergonomie, et dans laquelle notamment travaillait Arnaud Gage, que tu as interviewé dans ton podcast il y a quelques Absolument. mois. Arnaud, que je salue au passage. Et eux apportent dans la corbeille de la mariée, ils apportent un truc extraordinaire qui était la marque Wanadoo. Dans les noms possibles qui étaient en gestation au sein de France Télécom, il y avait des trucs aussi atroces que FT36. Ah oui, 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 il y a France Télécom Online. Enfin, C'est c'était voilà. barbare. Et voilà. FC36, c'est barbare un peu. Voilà, exactement. Et donc, ils apportent notamment, pas que, mais notamment le nom Wanadoo, la marque Wanadoo. Et c'est ça qui va nous permettre de lancer le 2 mai 96, que ce soit sa connectivité, mais que ce soit aussi toute l'offre de service avec le mail, Ouais. des Oui, parce logiciels à que télécharger pour pouvoir se servir de trucs sur son ordi. c'est ça. Euh, À l'époque, il faut le rappeler parce qu'il y a plein de gens qui savent pas, mais à l'époque, quand on s'abonnait à Internet, du coup, on utilisait. Il y avait ces CD gratuits. Je me souviens dans les Fnac, etc. Tout ça pour avoir les 15 minutes gratuites, etc. Et il y avait le site, donc Absolument. La page d'accueil. la page d'accueil où on pouvait créer son email. Donc du fournisseur d'accès qu'on avait, Mm, que ce soit AOL, Wanadoo, il y en avait plusieurs, Liberty mm, Surf, etc. Il y en avait exactement. plein, je me souviens. Oui, oui, parce que ça fournissait du coup plusieurs services, quoi. Ça fournissait et l'accès Absolument. à Internet et effectivement plein de services autour. Absolument. Voilà, donc ça c'est le début de cette aventure. Et puis par la suite, la division multimédia de France Télécom va se structurer autour de Nicolas Dufour, qui est maintenant le président de la BPI, mais qui en prend la tête. On va essayer de développer ce cocktail entre l'accès et les contenus
on sent bien qu'il y a cette interpénétration entre ces deux couches de services. Et puis c'est le début de la folie de la bulle Internet avec Exact. tous les rachats, les ambitions de Vivendi et de Jean-Marie Messier.com, etc. C'est cette période d'ébullition dans laquelle, encore une fois, tout semble possible parce qu'on réalise progressivement qu'on va interconnecter l'ensemble des humains, en tout cas de ceux qui le souhaitent et qui le peuvent. Et avec cet épisode extrêmement intéressant, c'est le moment, c'est le point de bascule où on passe de l'utilisateur consommateur à l'utilisateur producteur. Et pas uniquement producteur de communication interpersonnelle avec l'email, mais c'est tout le début de l'hébergement de sites personnels, de pages personnelles, qui vont permettre à des passionnés de philatélie, d'oiseaux sauvages, où qu'ils soient dans le monde, de pouvoir partager, faire connaître leur passion, leur Exact. réflexion, leurs premières photos. À l'époque, il faut quand même imaginer une photo, ça met quelques dizaines de secondes quand elle est grosse. D'abord, les photos sont toutes petites. Le format de compression JPEG, il a été inventé à cette époque-là précisément pour permettre de Ouais. réduire la taille des fichiers et de faire en sorte que ça mette moins de temps. Mais le délai moyen d'affichage d'une image, il se compte en quelques secondes. Mais du coup, c'est Euh, marrant parce que ce que tu dis, c'est très drôle parce qu'en fait, vous avez créé, vous avez créé un accès à Internet, mais maintenant, il va falloir alimenter ce réseau parce qu'en fait, il y a rien dedans. Absolument. Et Et donc, le réseau, c'est ça qui est marrant. Parce que du Hmm. coup, tu te dis, du coup, on va essayer d'inciter les gens à créer leur propre page, de créer du contenu finalement, pour que d'autres viennent visiter et que ça crée, ce qu'on connaît aujourd'hui. Il y a des pages partout, voilà. Mais le but, c'était d'alimenter. Parce que moi, je me souviens, enfin, j'étais jeune, j'allais sur Internet, je savais pas quoi regarder, quoi, à part la météo Absolument. voilà, je savais pas Avec quoi du faire. coup, absolument. Et pour répondre à cette, donc tu as raison. Il y a d'un côté le fait d'avoir des éditeurs officiels de contenu qui viennent proposer du contenu de qualité. Enfin, ce sont des médias classiques, des médias diffusés. Il y a le fait d'ajouter, grâce à la démocratisation qu'apporte Internet, la possibilité pour chacun de devenir éditeur, entre guillemets, et de proposer du contenu à tout le monde. Et puis, au milieu, il faut arriver à se repérer dans tout ça. Et c'est le début des premiers index. On ne parlait pas encore de moteur de recherche à l'époque, mais des premiers Exact. index qui Mhm. permettent de savoir par où entrer, de savoir quoi découvrir. Chez Wanadoo, cet index qui est à la fois un moteur de recherche, mais aussi une compilation thématique des différents contenus s'appelle Qui, quoi, où, qui je trouve, de quoi on parle, où puis-je trouver ce que je cherche. Qui est piloté par une très grande dame qui s'appelle Dominique Lemaire et qui était une spécialiste d'ergonomie, de cognitif et d'organisation d'information pour la rendre plus facile à trouver. Mais c'est le moment où apparaît Yahoo. Enfin, c'est ce moment-là où apparaît, c'est la première vague de tous ces acteurs qui prennent position. Et puis va arriver progressivement le commerce électronique, mais qui n'est permis que parce que et ça, c'est ce que je raconte dans le bouquin. Il est permis parce que le président Clinton libéralise la cryptographie SSL et permet des clés de chiffrement suffisamment robustes qui jusque-là étaient réservées aux communications militaires, permet à quiconque de chiffrer son trafic. Et notamment à l'époque, tout le trafic passait en clair ou presque, mais il fallait absolument que les données de transaction pour permettre le commerce électronique, il fallait absolument garantir le chiffrement des éléments de transaction lorsque vous achetiez quelque chose en ligne au moyen de votre carte bancaire. Donc voilà, on est au début de tout ça. Et puis en 99, je croise la route d'un jeune entrepreneur qui monte sa société, qui est Huy Nguyen Trieux, qui monte une société qui s'appelle Ukibi. Et en fait, à l'époque, il faut bien imaginer que chacun avait son adresse email et changeait d'adresse email à chaque fois qu'il changeait de fournisseur d'accès à Internet. C'est ça. Donc et on n'en était pas encore. Alors, il y avait un certain nombre d'offres qui commençaient à émerger de se dire, je vais proposer une adresse email qui soit indépendante du domaine du fournisseur d'accès. Oui. Mais ce qui m'oblige à proposer un service d'email et dont je ne sais pas très bien comment je vais pouvoir le rémunérer, puisque la grande Bien époque sûr. était à la gratuité. Donc le modèle se cherchait encore.
Et Ukibi était né sur cette idée de se dire, finalement, dans mon carnet d'adresses, dans mes contacts, je vais avoir besoin de garder mes contacts quelque part pour pouvoir communiquer avec eux à un moment où ceux-ci changent assez régulièrement de numéro de téléphone, et notamment de numéro de téléphone mobile, parce que c'est les débuts du mobile. Et vous changiez de numéro de téléphone à chaque fois que vous changiez de fournisseur. Et vous changiez de fournisseur souvent parce que les offres étaient très concurrentielles, et il y avait et que le téléphone, en plus, vous pouviez changer de téléphone quand vous changez d'opérateur. Enfin bon, bref. Il y avait encore beaucoup de mobilité, et c'est pareil sur l'email. Donc on s'était dit, nous, on va faire un carnet d'adresses qui se met à jour tout seul. Et d'une certaine manière, on avait vu, sans l'exécuter parce que c'était trop tôt, mais on était aux prémices de ce qu'on appellerait un réseau social. Parce qu'une fois que vous aviez un carnet d'adresses dans lequel vous autorisiez vos contacts à avoir vos coordonnées mises à jour automatiquement, vous étiez en fait en train de construire le graphe social. Et le graphe Ouais. social, on l'a vu 15 ans après, c'est le cœur même, ça a été le cœur même du business model de Facebook et des réseaux Ouais. sociaux par la suite. De communiquer Absolument. entre lui, Et tout effectivement. à fait. Alors après, si on fait un peu de fast forward, donc Ukibi, c'est la grande époque de la bulle Internet et du deuxième bulle dont personne se souvient très bien, mais qui est celle qui a fondamentalement remodelé le paysage des télécommunications, notamment en Europe, qui a été la bulle de la 3G, puisque la 3G sur téléphone mobile, c'était la promesse de pouvoir avoir accès à Internet, de pouvoir enfin faire de la donnée, ce qui jusque-là n'était pas possible. Et ça a donné lieu à des enchères homériques pour acquérir les bandes de fréquences sur lesquelles on pouvait déployer la 3G. C'est là qu'ont eu lieu les principales consolidations entre opérateurs. C'est là que France Télécom s'est ruiné pour acheter la marque Orange en Angleterre en la payant cash, parce que le gouvernement était réticent au fait de procéder par échange d'actions. France Télécom avait été mise en bourse, mais le gouvernement en gardait encore une très grande majorité. Et donc, c'est tout cet accident industriel qui a profondément remodelé et abîmé le paysage des opérateurs télécoms en Europe. Et donc, et qui a entraîné dans son sillage le premier crack, la bulle Internet en France. Elle ne survient pas au moment de la chute du Nasdaq, elle se répercute dans les 2 années qui viennent. C'est à ce moment-là que les startups n'arrivent plus à trouver de financement. Nous, on avait été Exact. financé par Alexandre Mars via Mars Capital. On avait été financé par Europatweb, le fonds d'investissement Internet de Bernard Arnault. Et puis, on n'a pas réussi à relever d'argent. Donc, on a connu l'histoire normale d'une start-up, c'est-à-dire un démarrage, du financement, et puis un échec. Hein, c'est le cas de 90% des start-up. Voilà, donc je fais un fast-forward. Je suis repassé chez l'opérateur pour m'occuper de hardware et de distribution de matériel, et ça a été assez fascinant comme époque aussi. J'ai été à nouveau approché par une start-up qui faisait cette fois-ci des services pour les fabricants de téléphones mobiles, les Samsung, LG & Co, avant le démarrage du smartphone. Société qui s'appelait Realize 3D, qui avait énormément de brevets et de savoir-faire en traitement d'image et en petites applications à insérer au cœur des téléphones. À l'époque, les téléphones se ressemblaient absolument pas. Donc, pour chaque modèle qui Ouais. sortait, il fallait faire des adaptations. Et les constructeurs achetaient des briques de logiciels. Realize 3D a vendu et déployé plus de 250 millions de licences de ces technologies, ce qui était énorme à l'époque. Et puis là, c'est pareil, la vague du smartphone a rebattu complètement les cartes à toute vitesse. Et donc, on a dû réduire la voilure. Moi, je m'occupais du marketing et de l'Europe. Et donc, on a considérablement réduit la voilure jusqu'au moment où j'ai dû me réduire moi-même parce que j'étais la dernière voile, ou à peu près. Et donc, j'ai quitté Realize 3D. Et là, j'ai été approché par une start-up anglaise qui s'appelle ImSense, qui faisait aussi du traitement d'image, mais beaucoup plus générique. Et là, c'est pareil, je vous la fais rapide. Donc, j'ai pris la direction comme CEO à Cambridge en Angleterre, et que j'ai revendu à Apple en 2010, et dont les technologies de traitement d'image ont pendant très longtemps contribué à la qualité des photos sorties des iPhones, et notamment du mode HDR, parce que voilà, on remettait de la lumière là où il en fallait sans abîmer les couleurs. Et puis, au retour de cette expérience-là, j'ai conseillé un des dirigeants de Deutsche Telekom sur sa stratégie de cloud de grand public, avant de rejoindre la Caisse des dépôts, qui avait été chargée par le gouvernement du déploiement des premiers 35 milliards
de ce qu'on appelait le grand emprunt, qui a été rebaptisé très vite programme d'investissement d'avenir parce que la dette, c'est toujours un peu anxiogène. Ouais, ça c'est Et sûr. sur les 35 milliards, grâce à une forte personnalité politique qui a complètement disparu des écrans radars, mais qui était Nathalie Kosciusko-Morizet, qui à l'époque était en charge du numérique sous Donc la présidence de Nicolas là, Sarkozy. tu parles de la BPI et Non, on la est BPI n'existe pas encore. La BPI n'existe pas non, encore. Là, je parle de fin 2011. fin Fin 2011. 2011, du déploiement du programme d'investissement d'avenir, le Donc là, on commissaire est sur général à l'investissement. un côté de relance, etc. On est après la crise des Exactement, subprimes, après tout ça, absolument, parce qu'il a fallu digérer toute cette partie-là, etc. Et donc là, on est sur la partie où il va falloir pousser sur l'investissement et absolument. Et il va falloir trouver pousser sur un... l'investissement pour une raison très simple, c'est que donc tous les investissements s'étaient arrêtés. Les Américains sont les champions Exact, du monde quand il s'agit d'exporter leur crise et de laisser leurs partenaires en gérer les conséquences. La exact. crise des subprimes, c'est 2008, et c'est en 2010 que toutes ces répercussions touchent l'Europe, et que en France, on s'aperçoit très vite que l'investissement privé va s'arrêter complètement, et que si jamais vous arrêtez l'investissement privé, notamment l'investissement dans les startups, les fonds d'investissement disparaissent au bout de 2 ans, alors qu'il faut 10 ans pour reconstruire une équipe de qualité. Parce que le cycle de vie d'un fonds, c'est 10 à 12 ans. Et donc c'est là que dans les différents volets des investissements d'avenir, il y a 4 milliards d'euros sur les 35 qui sont orientés vers l'économie numérique. Alors à la fois vers le déploiement de la fibre partout en France. Ça, c'est vos impôts et les miens qui ont financé le fait que maintenant on peut se raccorder à la fibre à peu près partout. Bien Les sûr. derniers kilomètres sont toujours les plus difficiles. Il y avait tout un volet de projets innovants, mais il y avait aussi tout un volet de financement du capital risque. Et c'est en 2012, au moment de l'alternance, quand François Hollande prend la présidence de la République, que une des quelques promesses de campagne qu'il a tenues, parce que si on fait le bilan, elle en fait partie, c'était la création d'une banque publique d'investissement qui est détenue à 50-50 entre la Caisse des dépôts et l'État. La Caisse des dépôts a apporté toutes les équipes de financement, d'investissement et de private equity qu'elle avait déjà au sein de sa filiale CDC Entreprises. Et donc, on se retrouve à superviser ces déploiements de fonds. Il y a des fonds thématiques, il y a des fonds il y a le fonds Ambition numérique qui déploie l'économie numérique. C'est le moment aussi où très vite, le gouvernement s'aperçoit qu'il faut pousser sur l'attractivité des écosystèmes d'innovation et commande un rapport à la Caisse des dépôts que je vais coécrire avec une de mes collègues, Maud Franca, et qui va donner naissance à la French Tech. Donc, qu'on ne se méprenne pas, la maman de la French Tech, c'est bien Fleur Pellerin, c'est elle qui s'est saisie du sujet et qui lui a donné une réalité. Je considère que je fais partie des grands-parents. Et donc, et ça, c'est le début, voilà, de cet effort d'attractivité pour les startups. Et puis à la Caisse des dépôts, je veux aussi m'intéresser au sujet de crypto-monnaie et de blockchain parce que c'est des sujets en pointe et que la confiance décentralisée est quelque chose qui est à peu près antinomique de la confiance centralisée que représente la Caisse. Tous les Français ont confiance dans la Caisse des dépôts. C'est un truc qui est très étonnant. Cette institution inspire confiance à tout le monde et pour de bonnes raisons parce que elle gère extrêmement soigneusement et sérieusement l'argent. Mais quand vous voyez apparaître une promesse ou un espoir ou une demande de finances décentralisées, vous ne pouvez pas rester assis sur votre chaise et vous devez vous y intéresser. Donc, on a monté à Bien l'époque sûr. un labo d'exploration qu'on a appelé LabChain avec une autre de mes collègues, Nadia Filali, Ok. et avec des startups. Il y avait Pemium, il y avait Ledger. On a travaillé avec Ledger bien avant que Ledger ne connaisse le succès qu'ils ont connu pour explorer tous ces sujets-là. Ouais. Et puis, fast forward 2017, je suis approché par le groupe Vinci à l'occasion d'une conférence que j'étais venu faire à Bruxelles lors d'un de leurs séminaires, parce qu'il se trouve que je suis devenu conférencier par accident depuis 2011 devant des audiences de 35 à 3500 personnes en français comme en anglais. J'ai manifestement une capacité à retourner ces audiences et en tout cas à leur ouvrir les yeux. Le groupe Vinci me demande de déployer leur programme d'innovation et de prospective qui s'appelle Léonard parce qu'ils ont beaucoup d'humour Ouais. et qu'on installe dans un bâtiment extraordinaire qui est juste derrière la gare de Lyon et où là on déploie une vingtaine de sujets de prospective et déjà à l'époque on réfléchissait aux conséquences du véhicule autonome
parce que dans les métiers de Vinci, il y a les métiers de la concession autoroutière. Donc, on doit se poser ces questions-là, de savoir en quoi le véhicule autonome change le modèle de conduite. Dans Vinci, vous avez toute une division qui s'occupe d'énergie et de système d'énergie. Vous devez donc vous poser la question de savoir comment est-ce qu'on fait pour recharger ces véhicules. C'est là qu'on s'aperçoit Exact. d'ailleurs que à Paris, si 15% des véhicules intramuros étaient électriques, le réseau de distribution électrique actuel ne permet pas de les charger tous. Le réseau saute, il n'est pas dimensionné pour ça. Ouais. On travaille déjà à l'époque aussi sur l'intelligence artificielle dans sa manière de révolutionner la manière de construire, etc. Donc je déploie tout ça. Et fast forward, en 2021, là j'ai la possibilité de changer encore une fois de vie et de métier, mais en restant dans la tech. Et je prends la direction générale de l'EPITA, qui est une école d'ingénieurs en computer science de très 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 bon niveau, et dont je m'aperçois avec beaucoup d'ironie qu'en fait c'est une école que je connais à travers ses anciens, tout simplement parce que les premiers administrateurs système et les premiers développeurs avec lesquels on a commencé à construire l'infrastructure logicielle de Wanadoo Ah sortaient de oui, l'EPITA. Sortaient de c'est l'EPITA. marrant. Et donc j'avais pu voir à l'époque, et là c'est un petit clin d'œil à un autre collègue que Arnaud connaît bien, qui était Patrice Robert, qui était un de nos premiers administrateurs système, et qui était un garçon absolument redoutable. Voilà. Et donc quand j'ai cette opportunité de rejoindre l'école, au moment où j'étais en train d'écrire mon bouquin et d'avoir déjà cette envie de transmettre la curiosité, la volonté de comprendre. Voilà, donc je rejoins l'EPITA, et où là, EPITA, c'est plus de 4000 étudiants sur 5 villes, 7 campus, et à la pointe sur les sujets de l'informatique du moment, puisque la promesse d'une école comme celle-là, c'est quoi? C'est de dire aux étudiants qui y entrent ou à leurs parents, on vous met à l'état de l'art de l'informatique quand vous aurez votre diplôme, c'est-à-dire dans 5 ans. Est-ce que toi, Grégory, tu peux prédire ce que sera l'état de l'art de l'informatique dans 5 ans? Non. Moi non plus. Et donc, ça demande une agilité extrême pour à la fois rester à la pointe, tout en adaptant sa pédagogie. Donc, c'est comme ça qu'à l'EPITA, je lance une majeure sur le quantum computing. C'est comme ça qu'on déploie un bachelor cybersécurité auquel va s'arrimer l'école polytechnique parce qu'elle n'a pas trouvé mieux comme formation en France pour pouvoir former les futurs experts dont l'armée a besoin en cyber, C'est que ce soit génial. sous statut civil ou militaire. Mais ça, c'est Et extraordinaire. c'est Ça, génial. ce que tu fais, ce que tu proposes, c'est incroyable parce que franchement, alors vraiment, je rebondis là-dessus parce que tu vois, tout ce qui est enseignement, je trouve que c'est devenu trop archaïque aujourd'hui en 2025 et je trouve qu'on est resté sur des bases un petit peu trop anciennes, à l'ancienne, où on vient pas moderniser les contenus des écoles. Je parle des écoles plutôt, disons, voilà, collège, lycée, etc. Disons que quand on est dans des écoles un peu plus privées, un peu plus, voilà, secondaires, études secondaires, ça a tendance un petit peu à s'adapter à ce qui se passe. Mais enfin, moi, je vais vous dire un truc. Et je parlais de ça, je sais plus avec qui, lors d'un interview, où on me disait aujourd'hui, quand à l'époque, on apprenait beaucoup sur l'histoire, etc. Plein de choses qui sont hyper intéressantes pour la culture, évidemment. Mais à l'époque, pour obtenir cette culture, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien. Fallait aller dans des bibliothèques, fallait aller à l'école. Aujourd'hui, on peut s'intéresser déjà seul chez soi. Avec Internet, on a accès à énormément de contenu, etc. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on pourrait utiliser du temps d'école pour essayer d'explorer d'autres phénomènes, d'autres choses. Et ce que tu fais, c'est extraordinaire. Parce que tu vois, tu vas permettre aussi d'avoir une approche différente, adaptée, bah, au monde dans lequel on est aujourd'hui, quoi. C'est super. Absolument. Alors, absolument, sachant que pour exploiter au mieux tout ce contenu disponible partout, tous les formats, que ce soit en vidéo, en texte, etc., ce dont on s'aperçoit, c'est il faut de la pédagogie pour accompagner les étudiants, leur apprendre à chercher, leur apprendre à réfléchir de manière critique à sur ce qu'ils regardent ou ce qu'ils apprennent, ce qu'ils reçoivent en Bien termes de sûr. contenu. C'est la première chose. Et la deuxième chose qui est fondamentale, c'est de leur apprendre à faire. Et ça, c'est la pédagogie d'écoles comme l'EPITA, ensuite Epitech
Tout ça copié par 42, puisque 42, c'est D'accord. l'équipe dirigeante d'Epitech qui part chez Xavier Niel, au passage avec le code informatique de l'infrastructure pédagogique. Mais ces trois écoles, elles ont comme point commun le fait de faire de la pédagogie par l'action, par l'apprentissage, sachant qu'encore une fois, des trois écoles que j'ai citées, l'EPITA est la seule qui soit une école d'ingénieurs. Pourquoi? Parce que on délivre un contenu académique qui est la seule manière de permettre aux étudiants d'être au meilleur niveau tout en étant opérationnels. C'est-à-dire qu'il y a quand même une grande différence entre les codeurs, les développeurs et les ingénieurs en informatique, qu'on appelle d'ailleurs en anglais, et le terme est beaucoup plus juste, computer scientist, parce que l'informatique est une Exact. science. Voilà. Et puis je reprends ma liberté 2 ans après avoir déployé ce que je devais déployer. Et là, je suis encore une fois de senior advisor. Je travaille notamment avec un fonds d'investissement qui est C4 Ventures, le fonds de Pascal Cagny, sur l'accompagnement de ces startups. Et j'ai retrouvé cette liberté d'intervention, encore une fois comme conférencier, ce que je faisais encore hier à Nice, et comme consultant indépendant. J'ai beaucoup travaillé aussi sur des projets de cybersécurité parce que la cyber est devenue un enjeu colossal. Ouais. Et d'ailleurs, ça, j'y avais pris goût tout simplement parce que à l'EPITA, j'avais accueilli 2 années de suite l'équipe de France d'un exercice OTAN qui s'appelle l'OPTILS, qui est le plus gros exercice cyber du monde, dans lequel il y a des dizaines de pays de l'OTAN et pays invités qui viennent s'affronter. Et ils s'affrontent de manière un peu particulière. Le projet est organisé par les Estoniens qui, pendant 11 mois, préparent. Et le challenge se déroule pendant 10 jours. Vous avez 8 jours pour observer, analyser les plans informatiques d'une infrastructure complète. Donc, le modèle, c'est un fichier qui décrit 200 serveurs dans lesquels vous allez retrouver un système de pilotage de centrales énergétiques en SCADA, un système bancaire interconnecté au réseau SWIFT, des systèmes de circulation, d'assainissement des eaux, de distribution d'électricité, d'administration d'une infrastructure qui peut être une petite île, une ville moyenne ou un petit pays. Sachant que les 2 derniers jours, vous allez prendre 4000 cyberattaques dans la figure. Donc, chacune des équipes va prendre 4000 cyberattaques. À chaque fois qu'une infrastructure tombe, ils perdent des points. Si par hasard, vous arrivez à remettre en service votre centrale énergétique, à ce moment-là, vous récupérez quelques points. Et puis, à la fin, on fait le compte et le pays qui a le plus de points a gagné. Et l'équipe de France 2 années de suite, c'était un mélange, une combinaison d'effectifs venant de l'ANSSI, et venant de ComCyber, qui est la branche, le commandement du cyberespace et la 2e année où j'ai accueilli sur le campus de l'EPITA cette équipe qui était une équipe d'une centaine de personnes. Je leur avais proposé d'y adjoindre 4 étudiants de la majeure sécurité réseau système de l'école qui est connue comme le loup blanc en matière de cyber et qui est celle qui aujourd'hui, dont les diplômés alimentent ensuite les différentes agences de l'État, y compris celles dont on ne connaît pas le nom. Et qui était venu donner un coup de main et surtout apprendre. Et ça a été extraordinaire comme apprentissage. Et donc j'ai gardé des contacts avec le monde de la cyber. Et j'ai fait une grosse mission de sécurité en début d'année sur un sujet un peu sensible dont on va pas pouvoir parler ici, puisque la cyber, bien entendu, c'est le bruit du silence. Absolument. Absolument. Hyper intéressant. OK. Et du coup, toi, aujourd'hui, tu fais quoi maintenant, aujourd'hui, au quotidien? Moi aujourd'hui au quotidien, encore une fois, je conseille et j'accompagne sur des missions bien précises des startups, des fonds d'investissement et des comités exécutifs dans leur réflexion sur les enjeux stratégiques des technologies numériques, parce qu'on a fini par comprendre, mais beaucoup trop tard. C'est aussi pour ça que j'avais écrit ce bouquin de mémoire vive. L'histoire on ne comprend l'état de l'art, on ne comprend ce qui se passe aujourd'hui que si on sait d'où ça vient et par quelles étapes on est passé. Le smartphone est apparu en 2007 pour des raisons bien précises. Il ne pouvait pas apparaître avant, il n'avait pas intérêt à apparaître après. Et tant qu'on ne le comprend pas, il est très difficile de se projeter. Et on le voit très bien aujourd'hui dans l'espèce de bazar médiatique autour de l'intelligence artificielle. 90% des gens racontent n'importe quoi. Parce que dans le mot IA, en fait, quand on parle d'IA, on pense LLM et on pense ChatGPT, pour caricaturer. Et donc, on projette dans cette idée de notion d'IA tous nos fantasmes, toutes nos angoisses, toutes nos incompréhensions, alors que le sujet mérite plus de curiosité et malheureusement un peu plus de temps parce qu'il faut réfléchir.
Bien sûr. Et donc voilà, c'est dans ce sens-là que, mais tout est géopolitique. On s'en est aperçu un peu naïvement en 2019, quand subitement nos dirigeants publics et privés se sont dit, ouh là là, 85% de la production de semi-conducteurs est faite à Taïwan. On ne le savait pas. Et Taïwan, c'est très 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 près de la Chine continentale, et ça, on l'avait Ouais. oublié aussi. Sauf que TSMC existe depuis des dizaines d'années et que les semi-conducteurs sont produits à Taïwan depuis des dizaines d'années. Il se trouve que dans les années 2000, on ne s'y est pas intéressé et qu'on a laissé filer toute l'industrie du semi-conducteur qu'on avait. Il y avait des grandes fonderies de puces à Dresde notamment en Allemagne. On a revendu ça aux Américains en considérant que c'était pas nécessaire, que c'était pas utile, c'était pas critique. J'aperçois aujourd'hui que ce serait quand même pas mal de comprendre comment fonctionnent nos Ouais. processeurs et notamment de s'assurer qu'ils ne font pas plus que ce qu'ils sont censés faire. Bon, Voilà. ça, Donc OK. voilà. Donc il y a toute cette série d'enjeux. Et puis j'interviens assez régulièrement dans l'émission Tech Co sur BFM Business aux côtés de François Sorel Exact, et Frédéric Simotel, puisque je fais partie exact. du pôle des débriefeurs de la tech. Et ça c'est d'ailleurs ce soir, je passe ce soir sur des sujets qu'on va recevoir en fin de matinée, puisque on commente, le principe est de commenter l'actualité en essayant de pas raconter L'actualité. trop de bêtises. Génial. Écoute, franchement, super parcours. Merci pour ce partage. C'était super puissant. On va passer à une petite séquence qu'on adore sur Business Legend. C'est des questions qu'on pose à nos invités. Et donc, je vais commencer par une première question qui peut être assez intéressante. Est-ce que toi, par exemple, Philippe, tu as un outil ou une application dont tu peux plus te passer aujourd'hui au quotidien? Alors, c'est pas forcément une application, ça peut être perso ou professionnel, hein, un truc digital, analogique, peut-être même un livre ou, je sais pas, une routine, quelque chose qui est devenu essentiel pour toi aujourd'hui. Alors, à brûle pour point comme ça, oui, il y en a un qui a changé complètement mes usages et à mon insu d'ailleurs, et qui m'a rendu encore plus curieux que je ne le suis naturellement, et qui est Perplexity. J'ai découvert Perplexity il y a dans les semaines qui ont suivi sa sortie, je sais même plus comment. Et quand j'ai découvert que cet outil répondait à mes questions en me fournissant des réponses, qui étaient des réponses synthétiques, qui étaient des réponses pertinentes, et qui étaient des réponses étayées avec les liens qui avaient permis de les assembler, et donc qui étaient vérifiables, plutôt que de me fournir des listes de liens dont la moitié était sponsorisée. J'ai basculé sans m'en apercevoir sur Perplexity. Et je me suis aperçu que je n'avais quasiment plus d'onglet Google ouvert. Et ça, c'est un déplacement d'usage qui s'est effectué en quelques semaines et dont je n'avais pas pris conscience. Et le dernier, c'est la dernière chose en date. En termes de découvertes récentes, parce que même si je suis pas développeur moi-même, je suis curieux, donc j'essaie de comprendre comment fonctionnent les choses pour au moins être capable de les expliquer. Mhm. J'ai découvert il y a pas longtemps l'environnement de développement anti-gravity qui est sorti avec Gemini 3 de Google, et qui est extrêmement impressionnant dans sa capacité à planifier, proposer de développer quelque chose, le développer, le tester directement, le débugger, le corriger, le revérifier en toute autonomie et en toute sécurité. C'est très impressionnant par rapport aux autres types de... Mais la grande difficulté dans l'IA, c'est que comme tout change tous les 15 jours, euh, Ouais, ça va très vite. l'environnement change plus vite que notre capacité à se Exact. représenter les choses de manière C'est vrai. cohérente et réaliste. C'est très impressionnant. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ok, je vais te proposer une petite série de questions-réponses rapides. Tu réponds du tac au tac sans trop réfléchir, avec ce qui te vient en tête tout de suite Entendu. spontanément. La meilleure décision que tu aies jamais prise. La meilleure décision que j'ai jamais prise, ça a été de rejoindre Imsense en Angleterre pour pouvoir déployer l'entreprise en n'ayant aucune idée du fait qu'elle serait rachetée par Apple et que ça allait être un succès phénoménal.
Ok, génial. Il y en a une deuxième, il y Euh, en a une deuxième, il y en a une deuxième, pardon. C'est au pied d'un ascenseur un soir à la Caisse des Dépôts. Ma patronne, qui est quelqu'un que j'adore, qui est Catherine Maillenob, me dit, tiens, le gouvernement nous demande de rédiger un rapport sur les écosystèmes numériques. Moi, j'y connais rien, mais je sens qu'il y a un truc à faire. Est-ce que tu y vas? Et j'ai pris la décision en 30 secondes et c'est ça qui a donné naissance à la French Tech. ah, Donc, je ça suis c'est assez content génial. d'avoir pris cette décision. Ah ouais, ça j'aime bien. Mais ça, les décisions devant un ascenseur comme ça, une question, une réponse, allez, on part sur ça. Ça c'est cool. Une chose que tu aurais aimé savoir plus tôt dans ta vie. Euh, une chose que j'aurais aimé savoir plus tôt dans ma vie, alors ça c'est très très difficile. J'aurais aimé savoir plus tôt ce que j'avais envie de faire. Alors ça m'aurait peut-être privé de cette séquence d'opportunités, mais je suis toujours très admiratif chez les entrepreneurs et chez certains jeunes étudiants que j'ai pu croiser à l'EPITA, de la détermination qu'ils ont et du cap qu'ils sont capables de prendre très tôt. Je sais que c'est pas donné à tout le monde. Je crois que j'aurais aimé y goûter, ouais. Ok, ok, intéressant. Si tu pouvais parler à l'enfant que tu étais, tu lui dirais quoi? Si je pouvais parler à l'enfant que j'étais, je lui dirais fonce, trace ta voie et engage-toi encore plus. N'attends pas que les opportunités arrivent, mais force-les. Ok, génial. Ok, super. Bon, bah pour terminer ce moment un peu plus, on va dire introspectif, est-ce que tu pourrais donner un conseil pour influencer positivement les entrepreneurs d'aujourd'hui et évidemment ceux de demain? Ça serait quoi ton conseil justement pour les jeunes entrepreneurs? Alors, mon conseil pour les jeunes entrepreneurs, sachant que je vais prendre ta question en la filtrant sur ceux qui sont encore à l'école ou ceux qui Ouais, démarrent. Mon conseil, est le suivant, c'est allez-y, enfin saisissez votre chance parce que c'est le moment que vous avez choisi est le bon moment. La décision que vous avez prise est la bonne parce que vous l'avez prise. Et n'oubliez pas d'écouter, de rester à l'écoute à la fois de vos cofondateurs et de vos premiers partenaires. N'hésitez pas non plus à rester à l'écoute des plus anciens parce que ils ont un recul que vous n'avez pas. Et si vous rentrez dans une relation de confiance avec certains d'entre eux, ils seront capables de vous faire gagner un temps fou. Et eux seront heureux de le faire parce que ils seront capables de s'imprégner de votre énergie, de votre dynamisme. Et donc voilà, pour moi, l'enjeu principal aujourd'hui, c'est de garder le lien entre les générations dans un moment très particulier qu'on vit où au sein même d'une génération, à 4 5 ans d'écart, on voit que les jeunes ne sont pas sur les mêmes réseaux sociaux. c'est vrai. Ils ont donc une perception du monde et de la réalité qui est complètement différente à 5 ans d'écart. Et si on veut qu'une génération fasse corps et fasse cohésion, et si on veut qu'une société fasse cohésion, il faut absolument garder ce lien entre les générations. Et ce lien, il ne peut se tisser que par les conversations, les discussions, les échanges et le moteur de tout ça qui est la curiosité. Donc, restez curieux, ce qui est une paraphrase un peu médiocre de ce que Steve Jobs avait dit dans son commencement speech, qui est Stay hungry, stay foolish. Voilà, restez assoiffés de comprendre et restez ouverts à toutes les divagations qui pourront vous permettre d'avancer. Amazing, super. Écoute, merci infiniment Philippe. Franchement, ton histoire, je suis sûr qu'elle va en inspirer plus d'un. Je vais te poser juste la dernière question pour conclure. Pour toi aujourd'hui, quelle est ta propre définition du succès? Alors, ma propre définition du succès, le succès, c'est un moment. C'est un moment très fragile dans lequel on retrouve un alignement entre tout ce à quoi on croit, tous les efforts qu'on a engagés, tout le travail qu'on a mis, l'énergie qu'on a déployé et une attente qu'on n'avait pas forcément, mais qui va être l'attente du marché, l'attente de vos clients, l'attente de vos investisseurs. Le succès, c'est ce moment où tout ça cristallise, mais il faut être conscient que c'est un moment, que ce moment est fragile et que c'est juste le moment qui précède l'instant suivant, qui est ce que vous vous réengagerez à faire par la suite. Ok, waouh.
Super inspirant. Écoute Philippe, c'était un vrai plaisir de t'écouter, de découvrir les coulisses de ton parcours, avec ses moments forts, ses virages inattendus et puis toute l'énergie, on voit que tu y mets. Pour ceux qui nous écoutent et qui aimeraient peut-être te suivre, te contacter ou en savoir un peu plus sur ton travail, où est-ce qu'on peut te retrouver? T'es sur LinkedIn, Instagram, TikTok, t'as un email. En- Est-ce que des gens qui t'envoient spontanément des messages? Alors, je m'efforce de répondre à tous les messages des gens qui m'envoient spontanément des messages dès lors que ils se présentent et que je comprends de manière très très synthétique en quoi je peux les aider. Euh, Trop souvent, je suis sollicité. Je ne réponds jamais aux invitations sur LinkedIn quand il n'y a pas de contexte, quand il n'y a pas de message qui va avec. Donc, on peut me retrouver sur LinkedIn, sur Facebook, sur Threads, sur Insta, avec toujours le même pseudo qui est P de Vost, tout attaché. On peut également m'écrire à p@phileos.eu. Phileos, c'est la société de conseil dont je suis fondateur et président. Et puis, mais le plus simple, à mon avis, c'est quand même de me joindre sur LinkedIn. Ça vous permettra également de Génial. regarder un petit peu ce que je publie et que je partage de manière épisodique, mais toujours avec cette volonté d'aider les gens à s'interroger ou à comprendre ce qui est en train de se passer. Ok, eh ben, génial. Eh ben, on va vous mettre évidemment tous les liens des projets en description de l'épisode. Et donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, à découvrir le travail de Philippe, son univers et peut-être même pourquoi pas collaborer avec lui. Et pour finir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Ce qu'on peut me souhaiter pour la suite, c'est de garder cette énergie, cette envie de transmettre, et de continuer à être en lien avec des personnes extraordinaires comme toi, comme tous ceux que j'ai l'occasion de C'est croiser gentil. régulièrement. Voilà. Et C'est donc, ce qu'on peut gentil. voilà. Donc, je suis à la disposition de celles et de ceux qui ont besoin d'éclairage, d'ouverture, d'énergie. Donc voilà, ce qu'on peut me souhaiter pour la suite, c'est plein d'interventions en conférence qui sont surtout pour moi l'occasion de rencontrer des gens, de comprendre où ils en sont, de voir comment je peux les accompagner et de les aider à se réouvrir les yeux et à redevenir curieux. Parce que je pense que la plus grande qualité aujourd'hui qu'il faut préserver et chérir comme un trésor, c'est de rester curieux. Eh ben, merci Philippe. Merci à vous qui nous écoutez sur Business Legend. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner, à partager autour de vous et à laisser un petit commentaire ou une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça nous aide beaucoup pour les algorithmes. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle histoire, un nouveau parcours, une nouvelle légende. Merci beaucoup Philippe. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, Grégory.